Madame, Monsieur, bonsoir, excellente soirée à vous. Merci d'être fidèle au programme de Canal Algérie. Bienvenue à vous dans ce dernier numéro de l'année 2017 que j'espère se terminera bien pour vous, pour vos familles, pour vos proches et pour tout ce que vous aimez dans ce monde. Ce jeudi soir, nous allons rendre hommage au combat de la femme algérienne pour ses droits, pour son émancipation, pour l'égalité des chances entre l'homme et la femme, mais également son combat aux côtés de l'homme pour le développement de notre société dans le respect et dans la tolérance. Ce numéro, nous l'avons intitulé ainsi « La femme algérienne, le combat continue ». Aux commandes de cette émission, Nabil Tribèche et son équipe du Studio 7 de Canal Algérie. Encore une fois, bienvenue à vous sur notre plateau. Une thématique, un film ou un film pour une thématique. Ce soir, il s'agit d'un long métrage de Mohamed Slim Riyad intitulé Vent du Sud. Ce film est sorti en 1975 qui nous raconte la révolte d'une jeune femme qui s'appelle Nefissa, interprétée par l'excellente et jeune à l'époque Nawel Zaatar, qui se bat contre les préjugés de la société, contre les idées archaïques de la même société algérienne de l'époque. On est à peu près dans les années 70-80. Sans plus tarder, chers amis, je vous propose de découvrir un extrait de votre film de ce dernier jeudi soir de l'année. 14 21 لوحة. شحال من مرة عديت هاد اللوحات وما زلت نعد فيها طول ما راني هنا. 18 لوحة ما تكفيش هاد السقف، و18 سنة ما تكفيش فتاة باش تتحرر من سلطة والديها. يلزم 21 لوحة للسقف و21 سنة للفتاة. نفكر في الحرية والزواج وانا مازال ما كملش دراستي. يلزم اولا نكمل دراستي ومن بعد نفكر في الحياة اللي نحب نحياها. Ce film est incroyable parce que nous allons retrouver l'ancienne et la nouvelle génération, à l'instar bien sûr de Keltoum, de Abdelhalim Raïs, l'Arabi Zekel pour l'ancienne génération, et nous allons retrouver Nawel Zaatar, Boualem Benani qui va justement interpréter un grand rôle dans le cinéma algérien avec un certain film incroyable en Marguerite ou de Merzak Alouej. Puis la direction photo, je vous le dis, elle est intéressante dans ce film car elle a été signée par le défunt Dahou Boukirch. Le montage, il y avait Amina Chouir, il y avait bien sûr Rabah Debbouz, et puis la musique a été signée tout simplement par Chérif Kortoubé et l'orchestre, s'il vous plaît, de Boudjma. Merzak, premier assistant dans ce film, il s'appelle bien sûr Merzak Alouesh. Une intéressante histoire qui traite d'un sujet inhabituel pour l'Algérie de l'époque. Pour celui qui va m'accompagner dans ce numéro de la semaine, il s'agit bien sûr d'un journaliste, d'un observateur de sa société, d'un écrivain aussi. Monsieur Mohamed Belhi est avec nous ce soir. On l'accueille juste après le traditionnel jingle de l'émission. Monsieur Mohamed Belhi, bonsoir, bienvenue à vous sur le plateau de Ciné Thématique. C'est votre deuxième participation et quel plaisir pour moi de vous accueillir. Moi qui vous remercie. Quand on regarde votre biographie sur Wikipédia, elle est d'une richesse incroyable. Et je cite que votre dernier travail, il s'agit d'un travail qui concerne bien sûr notre patrimoine, pyramide d'Algérie. Vous nous dites qu'il y a des pyramides en nombre de 13 dans la région de Frenda, méconnues malgré certaines tentatives, j'allais dire à la télé, pour montrer un petit peu ce patrimoine riche. Pourquoi ça reste méconnu en Algérie, ce genre de découverte archéologique? Il n'y a pas que les pyramides de Frenda, c'est-à-dire les Djedar. Il y en a 13, il y en a même plus, c'est-à-dire 16. Oui. Mais là, c'est tout le problème du patrimoine en Algérie qui, des fois, qui tombe en ruine. Par exemple, prenez à un moment donné l'Imdrasn du côté de Batna, 30 km de Batna. C'est le tombeau. C'est le premier tombeau numide en Afrique du Nord. Oui. Et c'est toute une politique. Pourtant, au début de l'indépendance, il y avait des... L'objectif, c'était de... Des opérations de restauration, de préservation du patrimoine. Voilà.
Oui. Mais avec le temps, il y a eu quelque chose, surtout les années 1990, l'État avait perdu pratiquement ses prérogatives. Il n'y avait pratiquement plus d'État. On était dans une situation exceptionnelle et fatalement... il y avait d'autres priorités à l'époque. D'autres priorités, c'était la sécurité. Et c'est là où il y a eu pratiquement, du côté de Timgad par exemple, il y a eu des vols de pièces, d'œuvres artistiques, d'œuvres archéologiques et historiques. Bien sûr. En même temps, il y a aussi, à un moment donné, on n'avait pas réglé les problèmes idéologiques et politiques. C'est-à-dire, c'est quoi être algérien à un moment donné? Oui. Là, vous précipitez un petit peu ma première question, où je voudrais vous faire réagir par rapport à un événement, un incident qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait beaucoup de commentaires au niveau des réseaux sociaux. Il s'agit bien sûr de cet incident qui a concerné la ville de Sétif. Un monsieur qui a été qualifié de pathologiquement malade, psychologiquement, donc on va le dire comme ça, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, il a bien pris un marteau. Il s'est acharné sur Ain Fouara, un monument historique, et c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art qui date de très très longtemps. Et les habitants de Sétif sont habitués à cette fameuse fontaine qui fait partie de leur quotidien depuis très très longtemps. Après, au-delà de cet acte de vandalisme, est-ce que vous pensez sincèrement, les yeux dans les yeux, est-ce que vous pensez que c'est la femme qui a été visée? Oui, bien sûr. Bon, maintenant c'est devenu célèbre, l'expression est devenue célèbre, le marteau. C'est vrai que c'était un forcené, c'était un malade, parce que quand on revoit la vidéo, il était hystérique. Il n'était pas dans son état normal. C'était quelqu'un qui est normal. C'était un acte isolé, c'est vrai, mais en fait, en réalité, il y a beaucoup de gens... Est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont un marteau dans la tête et qui rêvent de casser tout ce qui est livres, musées, brûler les toiles, les tableaux. Et ça reflète une situation précise, c'est qu'en Algérie, il y a encore un courant ultra-conservateur, imprégné de wahhabisme et qui n'admet pas tout ce qui est beau, c'est ça qui pratiquement... Et qui propage cette idéologie-là, parce qu'après, sur les commentaires dans Facebook, par exemple, un réseau social qui marche beaucoup en Algérie, il est utilisé en Algérie, il y a beaucoup qui lui ont donné raison. Et c'est pour ça que... Bon, ça a suscité l'indignation, mais en même temps, il y a eu une approbation, parce que la société algérienne, il y a plusieurs courants. Il y a un courant libéral, il y a un courant ultra-conservateur, il y a un courant salafiste. Oui. Et ce salafisme-là, c'est un peu le résultat de toutes ces années qu'on a vécues, c'est-à-dire surtout après les années 1900. On est en train de payer cash la facture des années 90. Monsieur Belhi, est-ce que ça ne vous inquiète pas le fait que nos enfants, ils ont accès à des vidéos violentes? Ça c'est sûr et c'est certain, tout le monde peut vous confirmer ça. Ils ont accès à des images violentes sur le net. On voit des personnes... qui saignent, on voit des blessures, des gens qui se font tabasser, on voit des images de guerre violentes. On peut voir ça, parfois on tolère de voir ça, mais on ne peut pas voir la création de Dieu, c'est-à-dire le corps. Pourquoi on a ce rapport de contradictoire avec ces choses? Pourquoi le corps d'une femme est si controversé? Pourquoi le corps d'une femme reste un tabou? Pourquoi on n'ose pas, dans notre société, discuter de ça? Ce qui est bizarre, c'est que ce qui est à relever, c'est que dans le Coran, il est empreint de sensualité, même d'érotisme dans le Coran. Contrairement, par exemple, à la Bible, prenez l'Ancien Testament, dans le Coran, dans l'islam, il n'y a pas le péché de la chair, le péché original. Et quand vous lisez Saint-Augustin, par exemple, vous retrouvez, on insiste beaucoup sur ce péché original. Alors que, moi je prends un exemple, les années 70, vous allez aux abords des mosquées, moi je me rappelle à l'époque du côté de Ketchawa, vous retrouvez un traité d'érotisme de Cheikh Nabzaoui, Raoud al-Atr fi Nizr al-Khatar, c'est-à-dire le jardin parfumé. C'est-à-dire l'érotisme, la sensualité, vous la retrouvez dans l'islam, y compris le nu. Parce que si vous regardez les miniatures persanes et turques, vous retrouvez le nu.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIIe siècle, Oui. le peintre néerlandais Rubens, y compris Rembrandt, ils étaient inspirés par les miniatures persanes. Il y avait une synergie artistique entre l'Orient et l'Occident. Et c'est tout le problème. Et là, c'est que le wahhabisme, qui aujourd'hui, bon, maintenant on dit qu'il a tendance un peu, avec ce qui se passe disparaître. Non, il ne disparaîtra pas encore. Il disparaîtra. Et c'est les Anglais qui ont fabriqué ce wahhabisme pour maintenir les sociétés dans l'ignorance et l'immobilisme. Parce qu'à un moment donné, pourquoi on a créé le wahhabisme? Parce qu'il fallait maintenir les sociétés dans un immobilisme pour que les gens ne puissent pas protester. Pour que les gens ne se développent pas aussi. Et puis ne pas remettre en cause les compagnies pétrolières à l'époque. C'était ça le problème. Au Yémen, par exemple, en Arabie Saoudite, on voulait maintenir ces sociétés dans l'ignorance. Et pour barrer, bien sûr, la route au progrès dans les sociétés arabes et musulmanes. Mais le Coran, l'islam, par exemple, Béjaïa n'est pas Kandahar, Tlemcen n'est pas Kaboul. On a une culture, vous allez par exemple à l'époque à Tlemcen, Béjaïa, il y a une esthétique, il y a une fin dans la musique andalouse. On n'est pas l'Afghanistan. Malheureusement, bon, surtout les années 80, vous n'avez qu'à prendre par exemple, puisqu'on parle de Nawal Za'atar, l'actrice qui joue dans le film Rih Janoub. Tout récemment, elle avait porté le hijab, puis elle l'avait abandonné. Mais c'est purement personnel, j'imagine. Personnel, mais en même temps, c'était devenu un phénomène de société parce qu'il y avait une pression terrible sur les femmes, surtout les comédiennes. Ça a commencé en Égypte, à un moment donné, avec le wahhabisme en force. Et beaucoup d'actrices, des chanteuses ont commencé à porter le hijab. Oui. Mais après, il faudrait qu'on explique à nos chers téléspectateurs qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre le hijab ou le fait de ne pas porter le hijab, parce que ça ne veut rien dire. Il y a des femmes voilées qui portent par le hijab et dans leur sont émancipées, qui sont bornées dans leur tête, qui sont ultra modernes. Voilà. Bien sûr. Donc, et puis il faut s'expliquer à un moment donné pourquoi le hijab, pour des raisons sociales, économiques. Il y a beaucoup de femmes qui portent le hijab, mais elles ne sont pas intégristes. Exactement. C'est ça le paradoxe de la société algérienne. Voilà. Donc, en fait, pourquoi parler de cela? Parce que en 1975, Mohamed Slim Riyad, à qui on voudrait rendre hommage ce soir, et auquel on a rendu hommage à travers plusieurs films, La Voix, Nous retournerons, et puis bien sûr Autopsie d'un complot. Ce soir, il s'agit d'un autre film qui n'a pas été vraiment diffusé à la télé, Vent du Sud. Et Vent du Sud fait partie de ces premiers films qui ont carrément marqué la rupture avec un cinéma post-indépendant, c'est-à-dire un cinéma qui ne parle que de la révolution nationale, qui ne parle de guerre de libération. Et là, on rentre complètement dans un cinéma qui regarde sa société, qui interpelle sa société, mais aussi qui interprète aussi la société algérienne. Rih al-Janoub, le vent du Sud, d'abord c'est une adaptation du roman de Ben Haddouga. Exactement. C'était un film annonciateur des changements, et on le verra d'ailleurs avec Omar Getlatou, sur le plan social. On sort des films qui concernent pratiquement, qui parlent de la guerre de libération. Oui. Mais il y a Rih al-Janoub, d'ailleurs quand vous voyez la séquence à l'époque, c'était osé. Quand on voit par exemple l'actrice, Nawal Za'atar, l'actrice Nafissa, quand elle se regarde dans le miroir, elle s'attarde sur sa poitrine, c'est une scène osée. Pour une fois, le cinéma algérien aborde quelque chose, il y a quelque part... Il y a de la sensualité, il y a de l'intimité, il y a de l'érotisme. Et dans le film, justement, le Rih al-Janoub, il y a, on parle de religion, on parle de... C'est-à-dire le poids de la religion, le poids de la tradition, des traditions, du modernisme. C'était un film annonciateur de quelque chose. C'était une rupture, pratiquement une rupture. On était déjà en 1975, on est bien d'accord, parce qu'on va organiser un petit peu les choses. Même s'il ne faut pas perdre de vue que le débat de fond à l'époque, les années 70, c'était la question agraire, le cinéma et la question agraire. Jamais l'oublier. La paysannerie. Qui a disparu aujourd'hui. La paysannerie.
Oui, enfin, c'est pas parce qu'à un moment donné, le cinéma devait accompagner un discours politique. Il ne faut pas oublier que c'était en 72, c'était un peu la révolution agraire, mais c'est surtout la question agraire. Et tout ce cinéma-là était influencé, a été marqué par le cinéma nouveau brésilien, par exemple le Charbonnier de Mohamed Bouamari, qui a été influencé par Vidas Secas de Nelson Pereira dos Santos. Il y a Miklos Youngso, le hongrois, qui a beaucoup impressionné, marqué les réalisateurs algériens. Il y a le film La Terre de Youssef Chahine. Exactement. Le film sur une adaptation de Sharqawi, un roman de Sharqawi. Oui. Ce que j'essaye de dire, c'est très intéressant, ces références, elles sont très intéressantes. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'en 1975, on a essayé de traiter ces problèmes. On est dans l'avant-garde, c'est-à-dire on prévoit certains changements et pour les éviter, pour permettre justement à la société d'évoluer, de se développer et d'aller vers un modernisme intéressant qui va permettre justement l'expression libre, qui va permettre à la femme d'aller travailler, ce qui va permettre justement à nos entreprises de réussir. Est-ce que vous pensez que la société au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on a régressé par rapport à ces acquis-là? Parce qu'on a marqué un virage en 84 qui était un virage assez dangereux et inquiétant, celui de cette loi qui est sortie, le Code de la famille, et qui a connu bien sûr une lutte acharnée de ces femmes libres qui étaient pas d'accord avec ce Code de la famille qui leur donne en fait un statut de mineur. Et le film en 75 a prévu ça. Il a un peu... Parce qu'aujourd'hui, on perd ses acquis. Le débat de fond, c'est que quand on fait une étude comparative, par exemple, avec la Tunisie de Bourguiba, par exemple en Tunisie, ils avaient une bourgeoisie libérale, il y avait une politique laïque, libérale, qu'on retrouvait chez Farhat Abbas. Oui. Mais comme pour ce qui est du cas algérien, avec le PPA, c'est une révolution plébéienne. De la paysannerie, on n'a pas une bourgeoisie libérale. Le problème de la femme, de la libéralisation de la société, c'était pratiquement... c'est pas le plus important, c'est qu'il fallait se débarrasser du colonialisme, de l'ordre colonial. Et en 62, pratiquement... il n'y avait pas, par exemple, la femme était, à un moment donné, et puis il y a un mythe aussi, parce qu'à un moment donné, on disait que la femme avait participé à la révolution, c'est vrai qu'elle avait participé. Et en 62, on a... Vous pensez qu'on l'a écarté en 62? On l'a écarté. On l'a remercié pour... On l'a écarté, on l'a écarté. On l'a écarté et on n'a jamais réglé les problèmes de fond, par exemple, on n'a jamais réglé les problèmes de fond. Par rapport à quoi? Par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Parce qu'à ma connaissance, en 1962, la femme était libre, elle avait le droit de vote, elle avait le droit d'aller travailler, elle avait le droit de s'exprimer. Et en 1962, les femmes étaient beaucoup plus libres que ce qui s'est passé en 1984. Il y a eu une régression et... Bon, ça c'est bon, je dis que ça renvoie toujours un peu au parcours du mouvement national. Prenez les 22, mais il n'y a pas de femmes. Ben Mehdi, Boudef, mais il n'y a pas de femmes. Par contre, derrière ces hommes, il y avait des femmes. Rassurez-moi. Pas nécessairement, pas nécessairement. C'est surtout la femme paysanne, parce que c'est surtout dans le monde rural. Parce que, c'est un point assez important. Franchement, là, j'ai envie d'aborder, ce n'est pas programmé, bien sûr, dans notre feuille de route, mais rassurez-nous, Mohamed Belhi, vous qui avez travaillé sur l'histoire aussi, vous avez connaissance de notre révolution et de ces héros de la révolution et ces figures emblématiques de la révolution algérienne. Mais ils avaient des femmes, ils étaient amoureux quelque part, c'est des humains. C'est pas des robots. Il y a la réalité, il y a un discours héroïque, c'est-à-dire on a fait de tous nos héros, c'est-à-dire les militants, on a fait d'eux des héros, des saints, S-A-I-N-T.
Mais on oublie que d'abord, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Par exemple, Ben Mehdi, c'est des gens. Par exemple, Ben Mehdi, il adorait Fadila Dziri, la chanteuse. Oui. C'est des gens qui avaient cette dimension humaine. D'accord. Et la révolution algérienne, elle est pratiquement, on a fabriqué des symboles et des mythes. Maintenant, il faut, avec le temps, avec le recul, il faut aller vers l'essentiel. Réhabiliter un peu cette, comment dire, ce côté humain chez tous les militants, par exemple. Mais la femme est présente dans l'histoire de l'Algérie. Melika Gaït, Poupacha, Zohra Drif, Hassiba Boumbouali. Elle est présente, mais dans la réalité, c'est-à-dire elles ont été mises de côté. À un moment donné, ce que dit Bouherd, c'est ça, elle disait qu'après 62, on a mis de côté les femmes. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a une révolution féminine silencieuse. Oui. Ça aussi le paradoxe. Oui. La femme maintenant elle est présente partout, en médecine, dans le domaine du droit. Dans la politique, on a des femmes ministres aujourd'hui, jeunes aussi. Oui, ça c'est les paradoxes de la société algérienne. Oui. C'est une révolution qui est en train d'avoir lieu. De se faire. De se faire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les femmes algériennes, elles ont été toujours présentes et elles sont présentes parce qu'à travers tous les événements que le pays a connus, que ce soit avant l'indépendance, pendant la guerre et dans les forts, bien sûr, de guerre. Durant la décennie noire, la femme a joué un très grand rôle, que ce soit dans le monde rural ou bien en ville. Oui, la femme a été vraiment un fer de lance, vraiment. Oui. Alors aujourd'hui, on a voulu rendre hommage à ces femmes parce que comme vous le dites si bien, la femme rurale, et moi j'ai en tête ces enseignantes assassinées du côté de Sidi Bel Abbès, à Sfizef. Et puis j'ai aussi l'image de ces femmes aussi courageuses qui ont maintenu l'usine Eni de Tler. Et c'est grâce à elles aujourd'hui que Eni existe et exporte aussi en Afrique. C'est assez incroyable. Mais on a aussi des femmes citadines et journalistes et des grandes villes qui ont participé à des manifestations courageuses à l'époque. J'ai cette manifestation de 1994 qui a changé complètement le cours de la vie des Algériens. Oui. La femme, c'est vrai qu'elle est aujourd'hui, bon, elle est présente partout dans le domaine de l'art, mais ça n'apparaît pas dans les médias, ça n'apparaît pas dans le discours, en principe dans le discours politique. Vous prenez, je vous donne un exemple. Oui. Tout récemment, il y a eu une femme mère du côté de Gijel. Et le hasard, c'est que le paradoxe, c'est qu'à un moment donné, même il y a des gens qui se disent modernistes, ils ont commencé à l'attaquer. C'est-à-dire c'est une mère célibataire, c'est ça? Non, non, c'est une mère. Non, une mère. Mère dans le sens. Élue, présidente d'APC. D'accord. Puis elle a subi toutes sortes de moqueries. Ils ont dit que c'est un homme qui porte un hijab. Ça c'est grave par contre. Oui. Alors que c'est une avancée, c'est-à-dire quand on a une femme mère, même si elle est islamiste, elle est islamiste, mais n'empêche que c'est une femme élue par le peuple et elle veut améliorer les conditions de sa commune. Elle a subi toutes sortes de moqueries de la part de certains qui se disent modernistes. Ça pose plein de questions. Aujourd'hui, en 2017, est-ce que vous pensez que justement le cinéma, le théâtre, la littérature, tous ces arts participent justement à cette prise de conscience par rapport aux jeunes de la nécessité d'avancer ensemble côte à côte, la femme et l'homme, dans le respect, et je le dis bien dans la tolérance? Est-ce que c'est ça l'intérêt? Le problème est réglé maintenant, il n'y a plus d'antagonisme femme-homme, il n'y a que les féministes qui continuent toujours à entretenir ce débat, mais en réalité c'est qu'il y a une percée fulgurante, c'est-à-dire il y a beaucoup d'acquis, mais c'est un long combat encore à mener. C'est un long combat à mener, pas seulement en Algérie, puisque maintenant on le voit un peu en Tunisie, Maroc, en Égypte. Et je pense que la femme est en train de percer, c'est ça qui est intéressant, positif. Exactement. Donc le cinéma est essentiel aujourd'hui?
Pas que le cinéma, c'est-à-dire... Oui, comme je le disais tout à l'heure. Cinéma, théâtre, musique... Parce que le film de Mohamed Slim Riyad, Oui. Rih al-Janoub, Vent du Sud, participe justement à la compréhension de tous ces problèmes-là que vivent les femmes. L'extrait qu'on a passé, on voyait une Nafissa, une jeune fille qui comptait et qui recomptait des planches de bois parce qu'elle s'ennuyait, elle ne pouvait pas sortir parce qu'il s'était interdit de sortir au village. Elle a vécu ça pendant très très longtemps jusqu'à ce qu'elle quitte justement, elle fuit sa famille. Est-ce que vous pensez que ce genre de cinéma engagé socialement, j'aime bien le mot, parce qu'il nous faut ce cinéma, est-ce qu'il faut le diffuser largement? Pourquoi aujourd'hui, je pense que s'il y a eu des commentaires négatifs sur ce qui s'est passé à Sétif, à Ain Fouara, c'est par manque de culture? C'est ça? Pas par manque de culture. Il y a un déficit. Aujourd'hui, surtout maintenant, c'est-à-dire, à un moment donné, l'Algérie, il y avait des salles de cinéma, il y avait des théâtres. Aujourd'hui, il n'y a plus de salles de cinéma, il n'y a pas de théâtre, ça n'existe qu'à Alger ou dans certaines villes. Mais c'est par la culture qu'on combattra l'ultraconservatisme et surtout l'intégrisme et l'islam politique. C'est par la culture. Bien sûr. Quand on dit culture, il faut qu'il y ait une disponibilité des livres, il faut qu'il y ait des pièces de théâtre, il faut qu'il y ait du cinéma. Pour ce qui est par exemple du combat des femmes, il ne faut pas oublier qu'en 1970-75, il y a eu pas mal de films qui ont été faits sur la femme. Par exemple, Al de l'Alam, Mazif avait aussi qui a travaillé beaucoup sur la femme. Et bien sûr, il faut jamais l'oublier, parce qu'on a tendance à l'oublier, le film d'Assia Djebar, Les femmes de Chinois. Ça a été un excellent film qui a été vraiment au summum du cinéma algérien, par exemple. Voilà, à peu près. Exactement. Donc voilà, nous touchons à la fin de cette émission parce que le débat se passe vite, bizarrement, dans cet espace. On voulait parler tout à l'heure, on a parlé en off de l'importance du film de Mohamed Slim Riyad. En fait, c'est lui qui a permis la naissance d'Omar Guetletou, parce qu'on retrouve un Benani. Benani qui a interprété justement le rôle du berger, pratiquement dans Rih al-Janoub. Oui. On le retrouve une année après dans Omar Guetletou. Oui. Et ce qui est intéressant dans le film de Mohamed Slim Riyad, c'est qu'il y a vous l'avez dit d'ailleurs, il y a deux générations, il y a Nawal Za'atar et la grande star Kulthum. C'est ça qui est intéressant dans ce film. Il y a une magnifique transmission du savoir-faire cinématographique, c'est ça? Oui. Parce que quand on voit Mohamed Slim Riyad avec aussi Merzaq ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il y a une très belle musique de Cherif Kortbi. Oui, magnifique. C'est une adaptation d'un roman. Ça se fait de moins en moins aujourd'hui. Abdelhamid Ben Abdouga qui a travaillé sur la ruralité, sur les villages, sur la paysannerie. Il y a l'Arbi Zekal. C'est les grands noms du cinéma algérien. C'était les grands noms, c'était le cinéma algérien. Ouais. Dans toute sa puissance. Ouais, l'idée, ce soir, moi j'ai envie de clôturer comme ça, clore le débat comme ça. Il y a cette magnifique idée de transmission, encore une fois, parce qu'aujourd'hui on a Merzaq Aloueche qui fait du cinéma, il ne s'est jamais arrêté, les films sont là, la filmographie est riche, et c'est une filmographie algérienne, c'est un petit peu grâce à cette aventure qui s'est passée, je crois, du côté de Djelfa, Rih al-Janoub, et puis il y a de magnifiques paysages, vous êtes d'accord avec moi? Dans le film, on va profiter d'un paysage magnifique et d'une prise de vue époustouflante. Et d'ailleurs, je crois qu'il Rih al-Janoub résiste au temps, c'est-à-dire il est toujours d'actualité, même si certaines séquences sont dépassées, mais c'est un film qui est d'actualité. Oui. Par rapport à certains films algériens dépassés, prenez Le Charbonnier, ou bien Marie, ou bien Les Déracinés, c'est le cinéma à thèse. Mais il y a des films qui résistent. Il y a des risques. Par exemple, le film L'Inspecteur Tar, Hassan Tero. Il y a des films qui résistent. Oui, c'est des films qui résistent au temps et qui restent toujours d'actualité. D'actualité, parce que c'est bien fait. Malheureusement, existe toujours. Bien sûr. Monsieur Mohamed Belhi, merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce dernier numéro de l'année. Tout le monde est fatigué, je pense. Toute l'équipe.
Ils me disent qu'ils sont un peu fatigués, je crois, l'équipe de Ciné Thématique. Mais non, c'est une blague. Et on compte faire une nouvelle année aussi riche que la dernière ou que les précédentes, parce qu'on a envie de montrer d'autres œuvres cinématographiques intéressantes pour que le cinéma soit propagé dans notre pays, pour que la culture règne justement et l'inculture disparaît. J'ai envie de remercier notre chef d'émission ce soir, Nedjim Bakour, c'est ça. Donc il nous a accompagnés, il nous a soutenus tout le temps pendant l'année 2017. Notre, bien sûr, script Radia Alem, directeur photo Jaballah Sofiane, il fait un travail excellent, c'est difficile cette émission, et vous m'avez dit tout à l'heure, il y a une intimité sur le plateau de Ciné Thématique, et ben c'est grâce à lui. Et puis à nos caméra women, elles sont là, et puis à toute l'équipe du Studio 7, magnifiques, sont juste magnifiques à l'oreillette, souriants, sympathiques. Il y a beaucoup de femmes dans les médias, c'est ça qui est intéressant. C'est ce que j'ai envie de dire, parce que là, ce soir, je suis filmé par Sherifa, elle est en face de moi. Si, elle est derrière avec son portable, toujours en train d'envoyer des textos, je ne sais pas pourquoi, elle est indisciplinée, non mais je rigole. Et puis l'équipe au staff, il y a une ingé son magnifique aussi, voilà, je vais... Hind, et puis Nora, oui, je ne vais pas toutes les citer, sinon venez, montrez-vous, elles aiment être dans l'ombre, et puis on vous aime, voilà, tout le monde les aime ici, elles sont sympathiques, et grâce aux femmes, on va pouvoir avancer, sans les femmes, on n'avancera pas du tout. Bien sûr. Voilà. Eh ben, passez une excellente soirée sur Canal Algérie. Moi, je vous dis merci. Arrêtez de me parler à l'oreillette. Tout le monde. Nabil Tribèche, ok, tout le monde sait que vous réalisez l'émission. Donc voilà, je disais, j'aimerais présenter mes voeux à tous les téléspectateurs de Canal Algérie en leur disant. Profitez de votre vie, aimez-vous les uns les autres. J'espère que l'année prochaine sera riche, surtout en bonheur, en santé, avec vos proches, vos familles, vos amis. Vivez votre vie. Et puis, ce que je voulais dire, c'est penser aux autres, penser aux plus malheureux, aux plus vulnérables, et souriez toujours à la vie, parce qu'elle vous sourira certainement. Si vous partez en vacances, et si vous avez la chance de partir en vacances pour les fêtes de fin d'année avec votre famille, profitez. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure, toujours fidèle au poste. Au revoir. Excellente soirée sur Canal. Bonne fête. Bonne fête à vous. Bonne fête à vous. Merci beaucoup, monsieur Belhi. Bon, on n'a pas le